explique, plutôt que de faire de l'occitan, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Ce qui peut se comprendre, mais on peut faire autre chose et aussi de l'occitan. Je ne vais pas parler de moi, mais mon expérience personnelle fait que, en étant... Alors, malheureusement, j'appartiens à cette génération pour qui l'occitan n'est plus tout à fait la langue maternelle, même si je l'ai tout le temps entendu, mais le fait de bien maîtriser occitan et français m'a permis d'apprendre facilement espagnol et catalan. Voilà. J'avoue que si j'avais pas eu la ressource de ce bilinguisme, ça aurait été... pour la réunion félibraine de 1883 à Cahors, il y a Hippolyte Lacombe qui était commerçant à Caussade, félibre. Pour l'occasion, il va composer un texte qui va s'appeler Le Corchinol, qui a été réédité plusieurs fois, qui est un très joli... bon, le texte en lui-même, c'est mignon, mais sans plus. Il va reprendre une mélodie très populaire dans les milieux félibréens, qui est O Magali Matantaimado de Mistral. Je ne chanterai pas, sinon il va se remettre à pleuvoir. Il va écrire donc cette chanson identitaire. Oui, oui, bien sûr, il y a tous ces concours littéraires qui sont organisés. Ah oui, 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 d'autant plus que beaucoup de ces compositeurs de chansons identitaires, ou tout simplement de chansons tout court, vont reprendre des mélodies populaires. En Provence, on va beaucoup reprendre les chansons des nadalettes. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une nadalette. Ce sont ces chants de Noël. Et en Provence, au XVIIIe siècle, on a à Avignon Nicolas Savoli qui va composer plein de ces nadalettes et qui vont être repris au XIXe siècle et au XXe siècle et avec des textes différents et qu'on retrouve et qui vont voyager comme ça à travers tout le territoire de Languedoc. Donc je vous parlais d'Hippolyte Lacombe et de la Corchinole, mais en même temps que va se développer l'immigration à Paris, dans les amicales parisiennes, on va avoir beaucoup de gens comme ça qui vont écrire des chansons à la gloire de leur clocher. Vous le savez mieux que moi parce que vous êtes spécialiste de la chose, mais en 1941, Mistral s'est marié très tard et la veuve de Mistral en 1941 était encore vivante. Et le maréchal Pétain va placer la Révolution nationale. Il va écrire une lettre à la veuve de Mistral pour lui écrire « Je place la Révolution nationale sous l'égide de votre illustre mari ». Et donc, bien évidemment, tous les faits libres se disent « Mais ça y est, c'est Pétain, c'est l'homme qu'il nous faut ». En plus de ça, beaucoup étaient d'anciens combattants. Et la seconde chose, c'est que parmi ces proches de Frédéric Mistral, on a un personnage dont je n'ai pas parlé, mais qui s'appelle Charles Maurras. Une partie de l'idéologie maurassienne, c'est de la pensée de Frédéric Mistral, recyclée et j'allais dire ressucée et recrachée à la sauce royaliste. Mais pour en revenir à ce que vous disiez entre... je ne l'ai pas évoqué parce que c'est compliqué de tout parler, mais de parler de tout, pardon, mais dans les années, jusque dans les années 1880 et même après, on a un usage, j'allais dire, utilitaire de la langue. Quand le corps électoral va s'ouvrir, on parlait de Jaurès, mais aussi chez nous, on va utiliser l'occitan, qui est la langue des paysans, pour essayer de convaincre les gens. Et donc, on a tout aussi, dans la presse locale, je suis en train d'en faire un peu un recensement pour le Lot, et on trouve des choses qui sont passionnantes. Et là aussi, le fait d'utiliser le patois va permettre une liberté de ton qu'on ne se permettrait pas avec le français. Là, j'ai trouvé il y a quelques années un tract à destination des électeurs de Mercuès, où on traite le candidat de Gall d'Esplumate, de coq déplumé. Donc là, on est sous la Troisième République. Et pour rebondir sur ce que disait M. Beau et sur ce que je disais au début, en 1884, on a l'abbé Janis qui est prêtre à Promiliane, devant l'ignorance de ses ouailles en français, va traduire son catéchisme en occitan. On l'a conservé d'ailleurs, il est à la Société des études du Lot. Il a fait traduire le catéchisme, il l'a fait imprimer à Cahors, un catéchisme à destination de ses enfants qui ne comprenaient pas le français. Et de la fin du XVIIIe jusque pendant tout le XIXe siècle, on trouve comme ça toute une production écrite en occitan à des fins utilitaires, souvent liées à l'Église. Donc, autour de la Révolution française, on a
Déjà l'évêque de Cahors, je crois que c'est Monseigneur de la Luzerne qui avait, je crois que c'est lui qui avait publié un catéchisme en occitan, mais on trouve beaucoup de petits recueils de cantiques destinés à prêcher les missions. Alors les missions, c'est pas les missions, c'est pas Gabriel Perboy qui va en Chine. Hein. Les missions, souvent c'est ces prêtres ces équipes de prêtres qui viennent dans les villages pour essayer de rebooster un petit peu la religiosité des paroissiens. Et donc, pareil, pour prêcher les missions, on a besoin de manuels. Et les cantiques rédigés en français, souvent, ils ne passent pas. Donc on trouve toute une série de cantiques comme ça, traduits en occitan. Moi j'en ai trouvé plusieurs, il y en a 3 ou 4 en Aveyron, il y en a des dizaines pour la région provençale, et c'est des choses qui perdurent. Après, l'Église va avoir une position qui est assez ambiguë, parce que d'un côté, on a effectivement des prêtres qui, jusque très tardivement, vont prêcher en langue régionale, en particulier en Bretagne, de manière très très tardive. Et on a effectivement, comme l'a dit Étienne Beau, cet antagonisme entre d'un côté l'instituteur laïque qui enseigne le français et le curé qui va lui faire le catéchisme en langue régionale, en breton, et faire le prône en breton. Mais aussi on va avoir régulièrement des évêques qui vont faire apparaître des mandements pour enjoindre leurs prêtres à prêcher en français. Donc on a une église qui essaye de jouer sur les deux tableaux. Donc, c'est pas forcément d'un antagonisme plus clair. Après, il faut dire aussi, on parlait, je crois que c'est vous qui parliez de l'abbé Lacoste et des collectages qui ont été faits. Donc, ces collectages qui sont faits, là encore, sous l'égide des sociétés savantes. Et on ne dira jamais assez ce que l'on doit à la Société des études du Lot, en ce qui concerne le collectage de tout ce patrimoine de littérature orale, à une époque où il y avait encore des choses passionnantes à collecter, en termes de chansons, en termes de proverbes. Il y a des choses qui sont absolument passionnantes et qui ont été sauvées justement par les membres de la Société des études du Lot, qui sont souvent des prêtres et des instituteurs. Souvent l'instituteur punissait les élèves en semaine, et une fois qu'il quittait sa blouse d'instituteur, se mettait à écrire des poésies en occitan qu'il envoyait au concours littéraire. Paradoxe voilà. Merci en tout cas de m'avoir longuement supporté et longuement écouté. Voilà. Et je vous souhaite à tous à moins que quelqu'un veuille encore dire quelque chose, mais on va profiter de l'éclaircie avant qu'il nous repleuve. Eh, vas-y, parle. Tu as ici la parole. Moi, professeur, l'air. Eh, vas-y.